Le Togo, l'opposition et les perspectives après le 22 février 2020, élection présidentielle. On a comme l'impression d'une certaine tiédeur au niveau de la classe politique, surtout celle de l'opposition. On va essayer de voir ensemble quelle perspective de relance pour cette opposition. Pour évoquer ce sujet, je reçois Nimdewa Atakpama. Bonsoir, Monsieur Atakpama. Bonsoir, Monsieur Nyari. Merci d'être notre invité. Merci de m'avoir invité. J'allais dire, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment et ça me fait plaisir de renouer avec les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup. Vous êtes délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais. Exact. J'ai envie de vous demander, avant qu'on entre dans le vif de notre entretien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parti des Togolais se porte comme un poisson dans l'eau? Un poisson dans l'eau, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre image. Mais nous nous portons bien. Mais je peux dire aussi que nous sommes à l'image de tout le pays. Oui. Vous savez que les Togolais aujourd'hui ont des problèmes, beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là sont aggravés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Donc, nous sommes dans ce schéma-là, comme tous les autres Togolais. Et comment vous vivez cette période de crise sanitaire au niveau du Parti des Togolais? Non, ce n'est pas au niveau du Parti des Togolais parce que la crise sanitaire, c'est au niveau de tout l'ensemble du peuple togolais. Ouais. Et donc, nous sommes le parti de tous les Togolais. Nous vivons la même chose que tous les Togolais. À savoir que il y a des conséquences déplorables sur nous en tant que citoyens par rapport à la crise. Mais il y a encore d'autres conséquences plus déplorables qui sont liées à la gestion catastrophique de cette crise-là par les autorités publiques. Et je disais il y a lundi et mardi avec vos confrères que le remède est plus déplorable même que la maladie. Vous êtes le Parti des Togolais. Ce nom a, j'allais dire, un sens très particulier. Mais vous me corrigerez si je me trompe. On n'a pas vraiment senti ce Parti des Togolais aux côtés des Togolais sur un plan humanitaire, social durant la crise. Durant la crise, je vais vous dire ce que nous avons fait. D'abord, nous avons été à l'avant-garde pour sensibiliser les populations. Oui. Vous êtes sans savoir que les populations ne jugent pas la parole publique crédible. Et donc, dès le début de la crise, les gens ne croyaient pas ce que disait le gouvernement. Oui. Et donc, du coup, ils ne respectaient pas les mesures barrières. Il a fallu que les religieux et les partis politiques de l'opposition viennent dire qu'effectivement, cette maladie existe. Il faut faire les mesures barrières pour que ça marche. Donc, nous étions au premier rang. Première chose. Deuxième chose, nous avons interpellé le gouvernement sur des choses qu'il fallait faire. Oui. Ils ne nous ont pas écoutés. Mais nous l'avons dit, les Togolais sont témoins. En plus, quand il y a eu des bavures par rapport au couvre-feu, oui, nous étions montés sur les chronos aussi pour interpeller le gouvernement pour que les droits de l'homme soient respectés. Nous avons été à tous les niveaux et nous avons distribué ce que nous pouvons faire, des masques, des bassines d'eau, etc., ce que nous pouvons faire, mais ça ne suffit pas parce que c'est avec l'argent des Togolais qu'il faut travailler. Un homme politique, ce n'est pas l'argent de sa poche qu'il faut travailler. Donc, les Togolais ont déjà donné leur argent à ce gouvernement pour qu'il les protège. Et ce gouvernement-là n'a pas été capable de les protéger. Ce n'est pas à nous qu'il faut jeter la pierre. Nous avons fait ce que nous pouvions faire avec nos moyens de bord, avec nos petits moyens de bord. C'est quand même une belle introduction que l'on fait. Vous avez jugé tantôt que la gestion que font les autorités, que fait le gouvernement de la crise sanitaire est calamiteuse. En quoi, j'allais demander? Oui, d'abord, le gouvernement a tout politisé. Bon, avant même de tout politiser, le gouvernement a tout militarisé. Au lieu d'aider les médecins qui sont vraiment les soldats de cette bataille, on ne les a pas aidés, on les a laissés à eux-mêmes. Au début de la crise même, les médecins étaient sans masque. Il a fallu que les médecins eux-mêmes s'organisent. Et c'est après que les choses sont rentrées progressivement dans l'ordre. Aujourd'hui, on a quelques matériels. Vous comprenez? Oui. On a juste créé une force anti-pandémie. Et cette force-là, composée essentiellement
de gendarmes, de policiers, de militaires, c'est illustré par des... je n'aime pas employer le mot bavure parce que quand on voit comment ça s'est passé, pour moi, ce ne sont pas des bavures. On a l'impression que les militaires ont exécuté les ordres qu'on leur a donnés. Donc, ce n'est pas de leur faute. Donc, moi, j'interpelle plutôt leurs responsables, les chefs, qui n'ont pas donné des ordres d'une façon précise aux agents de terrain, qui n'ont même pas protégé les agents de terrain. Et donc, pour moi, ce n'est pas les agents qui sont sur le terrain qui sont en fausse, c'est les chefs qui sont en fausse. Donc, ça, déjà, c'est grave. On a militarisé le problème comme si le Covid-19 était une menace militaire, alors que c'était sanitaire, d'accord? On a fait un couvre-feu qui n'avait pas raison d'être. Et depuis 6 mois, et maintenant c'est encore prolongé de 6 mois, le pays est gouverné sur ordonnance, comme en 1967. En gros, nous sommes passés de la 4e République à l'état d'exception. Vous êtes un peu trop sévère peut-être dans ce réquisitoire parce que c'est vrai qu'il y a un état d'urgence sanitaire, c'est vrai qu'il y a une loi d'habilitation, mais elle ne concerne que le secteur précis qui est un secteur sanitaire et la gestion de la pandémie. Les autres domaines ne sont pas concernés non plus. Je vais vous donner un exemple. Oui. Quand dans les quartiers, les soirs, vers 18h, 19h, 20h, des bérets verts viennent dans les quartiers terroriser les citoyens sous couvert qu'ils sont venus vérifier s'ils ont porté des masques. Est-ce que vous pouvez me dire que cette gestion concerne que le domaine sanitaire? Je vous avoue que je n'ai pas connaissance de cette situation. Je vous informe. Oui. Et je parle devant les médias, je parle devant tous les Togolais. Si ce que je dis est faux, on peut me confronter à tout le monde. Vous parlez de quel quartier précisément? Il y a plusieurs quartiers parce que n'oubliez pas que nous sommes des gens à qui on remonte beaucoup d'informations pour que nous puissions réagir par rapport aux autorités. Il n'y a pas qu'un quartier précis, mais je peux vous donner plusieurs exemples de quartiers là où j'ai connaissance. Donc c'est pour ça que je dis que ça s'est passé dans plusieurs quartiers, ça se passe encore dans plusieurs quartiers. Et donc, on ne peut pas prendre prétexte du Covid-19 pour continuer à violer les droits civils et politiques. Alors qu'on a déjà commencé à violer les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Vous voyez par exemple, quand on a voulu aider les citoyens, on a dit parce que à cause des mesures prises par rapport à la riposte du Covid-19, vous savez que les gens ont perdu leur emploi. Bien évidemment. Les gens sont restés à la maison. Pendant le couvre-feu, nos mamans qui vendent la bouillie, les coms, les akmas dans la rue pour nous aider à aller à l'école, nos enfants, etc. Parce que, bon, voilà, vous comprenez, vous savez ce qui se passe dans ce pays, le niveau de pauvreté. 67% de pauvreté dans le Sud, 30,3% dans le Grand Lomé. Donc, nos mamans, là, étaient obligées de rester à la maison. Le gouvernement a décidé de faire un programme appelé Novici, un certain pécule qui est maigre d'ailleurs, on ne sait pas sur quelle base, mais on a assujetti le bénéfice de ce droit-là à la présentation de la carte d'électeur à l'exclusion, je le précise. Le problème n'est pas que ce soit qu'on demande la carte d'électeur. Le problème, c'est que c'était à l'exclusion de toute autre pièce d'identité. Et donc, ça veut dire que c'est une discrimination en raison des opinions politiques. Puisqu'on sait très bien que ceux qui n'ont pas la carte d'électeur, c'est ceux qui avaient émis le vœu que les conditions d'élection soient meilleures et qui ont jugé bon de ne pas s'inscrire sur des listes électorales frauduleuses. Donc, on les a discriminés en fonction de leur opinion politique. Il y a une discrimination. Le gouvernement a estimé que la carte d'électeur, c'est la pièce la plus commune, celle qu'on peut trouver chez, le Togolais moyen. C'est pour ça que je disais que pourquoi c'est à l'exclusion des autres pièces d'identité. Parce que déjà, ça pose une autre question. Et le Premier ministre Klassou l'avait dit, toute honte bu. Il disait que effectivement, c'est parce que les Togolais n'ont pas de carte d'identité. Mais figurez-vous, c'est un droit pour les Togolais d'avoir des cartes d'identité. Et 85,5% des Togolais n'ont pas de carte d'identité. Et comment un Premier ministre peut pouvoir justifier ça sans être gêné? Comment un chef d'État, après 15 ans d'exercice de pouvoir,
peut être content que ses compatriotes, 85% de ses compatriotes, n'ont pas de pièce d'identité. Ce n'est pas faute d'avoir essayé les audiences foraines pour l'établissement des cartes d'identité. On ne peut pas. Il y en a beaucoup. Il y en a eu à Lomé, il y en a eu à Takpamé, il y en a eu à Kara, il y en a eu à Dapao. Il y en a, en tout cas, dans les grandes villes, régulièrement, il y a des audiences foraines organisées par la direction de la documentation nationale, par le truchement du ministère, mais on ne voit pas foule se bousculer. Non, c'est pas ça, monsieur Niaoui. Je vais vous expliquer quand on veut régler un problème national. Parce que, en l'occurrence, si c'était 10% de la population, on va dire que c'est la population, d'accord? En l'occurrence, c'est 85% des Togolais. Ça veut dire que c'est genre 6 millions de Togolais sur 7 millions. Oui. D'accord? Oui. Et donc, c'est grave, c'est un problème national, un problème de développement, un problème de planning. D'accord? Et en l'occurrence, ça m'étonne qu'on parle de PND sans penser dans un premier temps au problème de carte d'identité. On parle de régler le problème foncier sans parler de carte d'identité parce que les propriétaires de terre, comment ils peuvent sécuriser leur terre si eux-mêmes, ils ne peuvent pas justifier de leur identité? Première chose. Donc, c'est un problème national. Pour régler un problème national, on prend le temps qu'il faut et ça va se faire sur toute l'étendue du territoire en même temps. Et ça va être précédé d'une campagne de sensibilisation pour que les gens soient informés. On ne fait pas les choses à la légère, en cachette, pour faire genre, nous le faisons. Non. Il faut faire les choses comme ça se doit, monsieur Niaoui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce problème-là n'a pas été pris à bras le corps comme il se doit parce que normalement c'est un problème national et donc ça veut dire que eux ils sont en faute et malgré leur faute ils viennent nous dire que parce que nous sommes en faute maintenant nous on va encore vous punir plus que ça parce que bon voilà vous ne pouvez pas avoir les maigres pécules de nos vies ici parce que nous n'avons pas pu vous faire des cartes d'identité. Entre les cartes d'identité et les cartes d'électeurs, qu'est-ce qui est plus important pour un pays? Bon, c'est vrai qu'au départ, tout le monde avait critiqué la mesure, même si les autorités ont tenté de la justifier. Et jusque-là, on sait que c'est incompréhensible qu'on exclue la carte d'identité et qu'on privilégie la carte d'électeur. Mais bon, on va dire que c'est déjà fait. Avant d'aller aussi sur le plan politique, peut-être une question sur votre perception de la relance économique parce que les effets économiques de cette pandémie sont là, elles sont énormes. Chacun le vit dans son ménage, dans sa famille, personnellement. Comment vous envisagez la relance? Non, vous savez, le problème, en fait, moi, j'ai peur. J'ai peur pour ce pays. Parce que l'impact du Covid-19, ce n'est pas seulement maintenant qu'on le ressent. Oui. On va le ressentir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et quand on est autorité publique, c'est des choses dont on doit parler avec le peuple. C'est-à-dire que ce Parlement qui existe aujourd'hui, malgré nous, d'accord, qui ne remplit pas les fonctions qu'il devrait remplir, au lieu de voter une loi pour donner les pleins pouvoirs à l'exécutif, il devait plutôt provoquer un débat national parce que nous avons besoin de l'avis de tous les Togolais pour relancer l'économie. Nous avons besoin de l'énergie de tous les Togolais pour relancer l'économie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Les gens ne le savent pas parce qu'on n'a pas l'habitude de rendre compte. Au niveau de l'emploi, c'est grave. Est-ce que vous savez que des employeurs profitent de cette crise-là pour licencier bien sûr. des gens en invoquant que ce serait une mesure exceptionnelle, je ne sais plus quoi, des termes. Voilà, ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que même les entrepreneurs ont des problèmes? Ils ont des tensions de trésorerie. Au lieu que le gouvernement donne de l'argent frais aux entrepreneurs pour qu'ils gardent les emplois, le gouvernement vient nous dire qu'ils vont faire des exonérations d'impôts, des machins. Mais ce n'est pas, pas rien non plus. Non, le problème n'est pas là. Il y a des tensions de trésorerie. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez. On peut vous dire, on va vous faire des exonérations d'impôts, mais avec les tensions de trésorerie que vous avez, vous serez obligé de vous séparer de vos employés. Et le problème aussi, aujourd'hui, on est dans un vide juridique total. Parce qu'on n'a rien prévu. On n'a jamais rien prévu aujourd'hui. Certains ont commencé par mettre des employés en chômage technique, alors que ça ne devait que durer deux mois. 2 mois, oui. Après 2 mois, ils font quoi?
Ici, ils n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, il y a un vide total au niveau juridique, parce que ça dépasse 6 mois. Oui. Et on a encore 6 mois devant nous. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est juste au niveau même des emplois, j'allais dire, mais il y a des cas très graves qui menacent notre avenir. Et je vous parle de l'école, de l'université. Nous ne savons pas jusqu'aujourd'hui dans quelles conditions nos enfants ont fini l'école. Certains n'ont pas encore fini et nous ne savons pas dans quelles conditions ils vont faire la rentrée prochaine. Personne ne nous dit dans quelles conditions. Et vous pensez que ce pays est bien géré? Si on fait tout, on est prêt à museler l'opposition, à interdire les manifestations, à faire tout pour faire un 4e mandat. Si c'est pour ne rien faire, je me demande pourquoi on fait tous ces efforts. Mais on ne peut pas non plus se dire qu'il y a un gouvernement, qu'il y a des ministres qui sont en fonction et qui ne pensent pas à tout ce que vous dites. Et pourquoi nous ne sommes pas au courant? Non, c'est une question. En temps opportun, peut-être, Quel temps on communiquera là-dessus. Ah bon? Donc vous pensez que le problème n'est pas encore assez grave? Non, moi je sais Nos par enfants exemple qu'au niveau de sont l'éducation, à la il y a maison. le ministre de Nos enfants sont à la maison. primaire et secondaire Et vous qui a savez proposé que- un plan de rentrée Vous savez scolaire. qu'en temps normal, en temps normal, les enfants sont souvent à 100, 150 dans les classes. Oui. Donc dites-moi, à la rentrée prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être à 100 dans les classes malgré le Covid-19? Ce n'est pas envisageable. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi nous ne savons rien de ce qu'ils préparent? Pourquoi ils ne nous associent pas en tant que parents d'élèves pour la réflexion, trouver des solutions ensemble? S'ils pensent qu'ils ont toutes les solutions, qu'ils connaissent tout mieux que tout le monde, qu'ils nous disent ce qu'ils ont prévu. Vous posez là un problème de communication. Ah non, ce n'est pas un problème de communication, c'est un vrai problème de gestion. Parce que les gens pensent que être une autorité publique, c'est donner des ordres. Ils ne savent pas que c'est gérer avec les gens, dans l'intérêt des gens. Ils ne savent pas qu'un ministre, c'est un serviteur. Ils pensent que le ministre, c'est le chef. Alors que c'est nous les chefs. Bien sûr. Nous sommes citoyens, c'est nous les chefs. Le chef. Alors, j'ai envie aussi de vous dire que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le Parlement devrait susciter un débat national sur les questions de relance économique, même les questions d'éducation et tout. En tout cas, les questions qui touchent à la vie de la nation. Mais je vais aussi dire peut-être que c'est aussi le rôle des partis politiques comme les vôtres de susciter le débat national sur ces questions. Et on a l'impression d'une léthargie totale après la présidentielle. Non, vous soulevez deux questions différentes. Je suis d'accord sur le plan politique. Les partis d'opposition observent actuellement une léthargie. Mais sur le plan du Covid-19, vous ne pouvez pas me dire que nous observons une léthargie. Et en plus, nous, à quoi ça sert? Mais on le fait. Mais on voit bien que ça n'a pas de résultat parce que à quoi ça sert en tant que parti d'opposition de susciter des débats? Ce sera que des débats. Les gens font des propositions, mais qui décide en fin de compte? Mais Vous ça peut savez influencer. qu'aujourd'hui... Ça peut influencer. Bah, jusqu'ici, malgré tout ce que nous disons, ça n'a rien influencé. Vous savez que dès le début de la crise, nous avons fait plusieurs, nous, le Parti des Togolais, nous avons fait plusieurs communiqués pour interpeller les autorités publiques sur un certain nombre de choses. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu réponse. Nous n'avons pas vu ça dans les faits. Interpellé Ça par n'est pas- écrit, c'est ça? Bien sûr, ça n'a pas été traduit dans les faits. Donc, oui, nous, en tant que parti d'opposition, on peut susciter le débat, mais ça ne donnera rien. Mais peut-être Vous qu'il y a savez aussi- même que le comité scientifique dont on nous a parlé, Oui. qui n'a même pas d'assises juridiques, puisqu'il n'y a aucun document qui donne existence à ce comité scientifique. Mais ce comité scientifique, nous savons très bien qu'ils ont fait beaucoup de propositions et beaucoup de ces il y a des propositions qui ont été suivies, mais beaucoup de ces propositions-là n'ont pas été suivies par l'État, puisque c'est à titre consultatif. Eux, ils donnent des conseils, mais ils ne sont pas Le ceux qui dernier prennent mot. les décisions. C'est la même chose pour nous, les partis d'opposition. Nous Oui, pouvons mais faire tous les débats que peut-être nous si voulons. Si vous déplorez cela, n'oubliez pas, peut-être l'autorité est dans un rôle où il y a un foisonnement de propositions. Elle est obligée de choisir et ce n'est peut-être pas forcément les vôtres qui sont choisis. Donc, ça ne devrait pas vous offusquer que votre proposition n'ait pas Ça- passé. Quelque chose a quand même Non, été fait. Le problème n'est pas qu'on
notre proposition ou d'autres propositions. Ce que nous disons, c'est qu'il faut un débat national, une transparence. D'accord? Moi, par exemple, hier, j'ai participé à une discussion organisée par une organisation de la société civile par rapport aux droits de l'homme. Et il y a des représentants qui ont participé à ce comité-là, à d'autres titres, mais qui ne sont pas des pouvoirs publics, qui ont donné des explications que je n'avais pas compris à la base. Et j'ai compris un certain nombre d'autres actions qui ont été menées. J'ai mieux compris et j'ai vu que, finalement, c'était réfléchi. Oui. D'accord? C'est pourquoi je dis que quand vous prenez une décision, vous ne pouvez pas rester dans votre tour en pensant que vous le faites pour le bien des gens, sans en parler avec les concernés. D'accord? Il doit en parler avec nous parce que nous vivons tout. C'est nous qui vivons les conséquences. On ne peut pas prendre des décisions comme si ça n'avait pas de conséquences sur les citoyens. C'est pas comme si aujourd'hui, si je veux sortir, je sors après 5 minutes, je dis non, finalement, je ne sors plus, je rentre. Ça n'a pas de conséquences sur mes voisins. Mais quand vous êtes en charge d'un pays, tout ce que vous allez prendre comme décision, ça a des conséquences sur des citoyens. Évidemment. Des fois, c'est une question de vie ou de mort. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Et c'est grave si les gens le prennent à la légère. D'accord. Venons maintenant sur le plan politique, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Malheureusement, ces 30 minutes, ça passe très vite. Plus de temps pour C'était intéressant aussi de vous écouter sur ces questions. Vous l'avez dit, vous constatez aussi la léthargie. Comment vous l'expliquez après le 22 février? C'est comme si cette élection, c'était un coup de massue qu'on a donné à toute l'opposition et tout le monde s'est recroquevillé. Non, en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que si vous regardez l'histoire récente de notre pays, en 2010, c'était pareil. Parce que le peuple togolais a souvent besoin d'un peu de temps pour reprendre ses forces et retourner dans la rue pour contester. Oui. En 2010, quand il y a eu cette élection frauduleuse, le peuple togolais a eu besoin de 2 ans. C'est pour ça, en 2012-2013, le peuple est sorti massivement dans la rue avec à la tête le CST, le collectif Sauvons le Togo, et ça a donné ce que ça a donné. La même chose en 2015, il y a eu une léthargie depuis 2015, et ça a été seulement en 2017 que le peuple s'est encore de nouveau relevé parce que le peuple avait besoin de plus de temps, de 2 ans, pour reprendre ses forces. Et il faut savoir que ça s'accélère de plus en plus parce que quand on va plus loin, par exemple, avant, à partir de 90, le peuple avait besoin de 7 ans. Donc, pratiquement chaque 7 ans, le peuple se révoltait. On a vu ça en 93, en 98, en 2005, etc., jusqu'en 2012 même. Mais ça s'accélère maintenant. Finalement, maintenant, chaque 2 ans. Et donc, le peuple a besoin de temps. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, moi, ça me surprend pas. Je sais que le peuple va rester, le peuple est toujours debout, le peuple va prendre ses forces et dans peu de temps, le peuple sera encore de nouveau dans les rues pour contester. Alors, par contre, ce qui reste, c'est que c'est les leaders qui doivent être prêts pour que la prochaine fois... Vous devancez ma question. Est-ce que c'est l'absence de leader, ce nouveau leader, parce que ces cycles que vous avez décrits, quand on les regarde, il y a comme un nouveau leadership qui vient. C'est cette absence-là qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a l'impression... Non, ce n'est pas une absence. Il faut comprendre que ce n'est pas les leaders qui mobilisent le peuple, c'est le peuple qui crée des leaders. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand Gilles Solumpio était à la tête de la contestation, au moment où le peuple a senti qu'il a failli, ils l'ont remplacé par Jean-Pierre Fabre. Après, il y a eu le peuple a fabriqué un nouveau leader qui était Tipi Achadam. Après, on a vu un nouveau leader émerger qui était Agbome Kodjo. Et donc, c'est le peuple, à chaque moment de son existence, qui a ce génie-là de toujours faire surgir un leader pour porter ses aspirations. Et moi, j'ai confiance au peuple togolais. Je sais que, de toute façon, le peuple togolais trouvera un leader, soit un nouveau ou un ancien, qui peut faire le job. Seulement, ce qu'il faut faire, contrairement à ce que nous avons toujours fait, c'est d'être prêt en tant que leader pour conclure la lutte. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'échec, non, ce n'est pas encore un échec,
Parce que je ne peux pas, parce que la lutte n'est pas finie, ce n'est pas l'échec. Jusqu'aujourd'hui, si nous piétinons, c'est du fait de nous, les leaders politiques. C'est de notre fait. Ce n'est pas la faute au peuple. Le peuple a toujours été debout. Le peuple a toujours répondu présent quand on l'a sollicité. Alors donc, aujourd'hui, il faut, en tout cas, donner le temps à ce peuple de digérer et de se relever, mais que vous, leaders, vous vous prépariez, c'est bien ça? Que nous soyons prêts. En tant que leaders, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons fédérer le peuple, non plus autour des personnes, mais autour d'un projet politique. C'est-à-dire, la question centrale, c'est quoi? Dans quel Togo voulons-nous vivre? Oui. Quel changement nous voulons? Parce que nous ne voulons pas... Le problème n'est pas ceux qui sont au pouvoir. Peu importe ceux qui sont au pouvoir, la question, c'est que dans quel Togo voulons-nous vivre? Nous voulons vivre dans un Togo de cohésion, où les Togolais sont libres, où les Togolais sont émancipés, où les Togolais vivent mieux. Quel que soit celui qui sera au pouvoir, si nous avons ça, nous serons contents. C'est ça le vrai problème. Première chose, donc, un programme politique, un projet politique. Dans quel Togo voulons-nous vivre? Deuxième chose, nous voulons comprendre qu'il y a un noyau dur du régime qui refuse toute alternance, non pas alternance, qui refuse toute évolution démocratique. Il y a un noyau dur qui ne conçoit même pas qu'on parle d'évolution démocratique. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne devons plus parler d'alternance, parce que l'alternance, ce n'est pas dans l'ADN de la dictature. L'alternance, c'est dans un environnement démocratique. Donc nous devons lutter pour avoir la démocratie. Quels que soient ceux qui seront au pouvoir, l'important c'est d'avoir la démocratie. Et donc pour avoir la démocratie, il faut sortir du carcan des partis politiques et asseoir une lutte citoyenne. Si nous faisons ça avec le projet et que nous avons un planning stratégique que nous développons avec méthode, avec rigueur, dans une organisation pertinente, les prochaines manifestations, nous allons gagner, le peuple va gagner quand il y aura les prochaines manifestations. Alors, quand je vous écoute, il reste juste une minute, vous répondrez rapidement. J'ai l'impression que tout ce que vous dites, vous excluez les élections. Bien sûr, les élections, c'est seulement un instrument de la vie démocratique. Du moment où nous sommes en dictature, les élections, c'est toujours quelque chose. Par exemple, on prend la Constitution aujourd'hui pour se pérenniser au pouvoir. Les élections deviennent une formalité pour rester au pouvoir à vie. Et donc, tant qu'on n'est pas en démocratie, il vaut mieux oublier les élections. Il ne faut plus courir derrière les postes électifs parce que ce n'est pas de ça que les Togolais ont besoin. Aujourd'hui, vous voyez, depuis 1990 et après, depuis que l'opposition est au Parlement, donnez-moi un exemple de loi en faveur du peuple que l'opposition a pu faire passer. Ça veut dire que ce n'est pas là-bas qu'il y a la solution. Quand il y a eu la crise en 2017, quand la CEDEAO est venue, est-ce que c'est les députés que les chefs d'État sont allés voir ou bien c'est Tipi Achadam? Tipi Achadam n'a pas été député, mais c'est lui qu'on est allé voir. Donc le peuple togolais doit comprendre que pour faire attendre sa voix, ce n'est pas les élections, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas au Parlement actuel, c'est quand on s'organise pour réclamer nos droits, pour conquérir la démocratie. En tout cas, intéressant, hein, mais on aura peut-être le temps de revenir avec vous sur ces développements. Nyimdewa Atakpama, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais. La pause, le journal et puis regard croisé.